Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, messieurs les élus, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nous, chers amis, chers invités, cher Vincent, mesdames, bienvenue au pavillon République, bienvenue au conseil départemental. Je suis très heureuse ce soir d'ouvrir la 6e édition des rencontres pour l'égalité portée par le conseil départemental avec un sujet majeur, puisqu'il s'agit de femmes, de vie et de liberté, et de la victoire des femmes iraniennes, comme cela a été annoncé dans le programme, alors vous l'avez partout. Oui, il faudra éteindre les téléphones, c'est mieux. Puisque au conseil départemental, nous nous sommes engagés très tôt, en 2017, dans ce fameux programme, Les chemins de la République, qui est porté par Vincent Gibert, ici présent, que je salue à nouveau. Et ce programme qui est destiné à la promotion des valeurs de notre République, de la République française, qui comprend la laïcité, toutes les luttes contre les discriminations, et qui peut fournir de multiples actions de sensibilisation destinées à l'appropriation et la promotion de ces valeurs que l'on essaye de porter auprès du plus grand nombre. Face à la multiplication des actes de violence, actuellement et puis depuis déjà quelques années, en raison de son sexe, de ses orientations amoureuses, de ses origines raciales, ethniques, de religion, de handicap, de l'âge, du genre, n'en parlons pas, eh bien, ont été créées les rencontres pour l'égalité au département en 2019. Nous avons mis un plan, nous, les élus, nous avons mis un plan départemental pour l'égalité qui intitulé « Agir ensemble contre les discriminations en Haute-Garonne ». Et nous l'avons voté, ce plan, en décembre 2019. Toutes nos politiques publiques en sont impactées, qu'elles soient sociales, économiques, éducatives, culturelles, sportives. Voilà, c'est une volonté politique de notre part. Ça a été impulsé par Georges Méric, précédent président du conseil départemental, et à présent c'est Sébastien Vincini, notre président, qui impulse encore plus fort notre feuille de route pour l'égalité. Voilà pourquoi nous vous convions dès ce 8 mars, du 8 mars jusqu'au 21 mars, c'est un très long programme, pour plusieurs 7 soirées débats, une soirée concert, 6 expositions, il y en a une magnifique là, déclinées sur l'ensemble du département. C'est aussi la nouveauté parce que ce n'est pas qu'au département sur ce secteur, mais partout en Haute-Garonne, et bien sûr avec le village associatif, les Voix de l'égalité, qui ouvrira ses portes dès demain à Toulouse à 11h au Square, je ne vais pas y arriver à le dire, Charles de Gaulle, où vous pouvez nous retrouver et surtout retrouver nos partenaires, les associations. Parce que certes, il faut une volonté politique, mais il faut aussi les associations et tous nos partenaires pour que nous puissions encore plus porter tout ce qui relève de l'égalité. Et pour revenir à la thématique de notre soirée, concernant l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, eh bien, c'est un sujet, je l'ai déjà dit, sur lequel nous sommes particulièrement engagés depuis 2015. La Haute-Garonne a été aussi parmi les premières collectivités signataires de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. En juin 2019, nous avons franchi une nouvelle étape. Nous avons voté un plan d'action 2019-2021 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes en Haute-Garonne. Un plan d'action, je vous assure qu'il y a énormément d'actions. Et c'est un budget chaque année à peu près de 7 millions d'euros qui est consacré à la prévention et à la lutte également contre les violences faites aux femmes. On peut en parler aussi des violences faites aux femmes quand on parle d'égalité ou d'inégalité. Puisque nous avons créé en 2020 l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes. Alors il est copiloté par la préfecture et par le département. C'est une structure nous travaillons tout au long de l'année. Nous avons une journée interprofessionnelle justement pour travailler sur ces violences et je peux vous assurer que ce soit avec la police, la gendarmerie,
les associations toujours partenaires, les avocats, les procureurs. Nous travaillons sur le terrain également, et aussi à créer des outils. Voilà, rien n'est acquis sans combat, même en France, même en Europe. Certes, notre pays voit la liberté garantie, c'est notre actualité en France, pour les femmes de recourir à l'IVG, puisqu'elle est inscrite dans notre Constitution française. Je m'en réjouis, je l'ai dit publiquement. Pour autant, il faut continuer. L'égalité réelle ne doit pas être seulement une jolie expression française. Je l'ai dit, moi aussi, mais bon. J'en profite pour rappeler que le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais bien la journée internationale du droit des femmes. C'est important. Parce qu'il faut regarder aussi en France, mais bien au-delà de nos frontières quand même. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas donner plus de visibilité encore à ce formidable mouvement de femmes, vie et liberté. C'était l'occasion rêvée pour cette semaine des rencontres pour l'égalité. Parce que nous avons besoin de comprendre ce qui se joue en ce moment historique que vit actuellement l'Iran. Parce que la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, après son interpellation par la police des mœurs, a généré un incroyable mouvement des femmes d'Iran. Et ce mouvement ne doit pas être oublié. Alors là, je fais petit aparté pour la petite histoire. Oui, moi aussi, à Toulouse, comme aujourd'hui, j'ai participé aux manifestations suite à ce qui s'était passé. Et j'ai encore dans mon bureau l'affiche qui avait été distribuée même à Toulouse et comme dans toute la France, où on voit le beau visage de Mahsa Amini, que nous brandissions dans les rues. Voilà. Donc je ne veux pas me donner le droit de parler plus avant de la situation des droits des femmes en Iran. Ce débat, il est pour ce soir, avec vous. Je veux juste vous dire, quand même, mon respect et mon admiration pour votre volonté, pour votre courage, pour votre force, que vous nous donnez aussi à nous, même en France. Nous avons toujours besoin de modèles, et vous êtes un exemple aussi pour les Françaises, sachez-le. Et j'espère que vous le serez encore plus dans votre pays, bien sûr. Voilà pourquoi nous devons être encore plus à vos côtés, que ce soit aujourd'hui et tous les autres jours de l'année. Puisque comme à chaque fois, il s'agit du combat sur le droit des femmes, et sur les droits humains. Et donc je vais me tourner un peu plus officiellement vers nos invités de ce soir. Je suis heureuse de saluer, et j'espère ne pas déformer les prénoms, je me suis entraînée, mais parce que je m'appelle Farsi, mais Farsi c'est CY, ce n'est pas la langue perse. Donc je vous prie d'excuser mon accent. Je suis heureuse de saluer Ngame Yahyazadeh, que les Toulousaines et les Toulousains ont pu voir à de nombreuses reprises, qui est présidente de Femmes Vie Liberté en Haute-Garonne, Hilda Degani Hazar, qui est juriste et qui est lauréate du prix de la laïcité 2023, Paria Vantara, oui, c'est ce qu'elle m'a dit de dire, qui est artiste, une magnifique artiste aussi plasticienne, franco-iranienne, et qui expose ses œuvres que je suis allée voir, vous en profiterez demain quand il fera jour. Voilà. Nous lui devons l'exposition « Mon corps est à moi », je vous le recommande et parlez-en, que nous accueillons pour un mois en exposition à l'extérieur. Et enfin, Manaz Shirali, j'ai bien dit, qui est sociologue, politologue iranienne, qui est directrice d'études à l'Institut de sciences et de théologie des religions de Paris. Il pleut beaucoup là. Qui est directrice d'études à l'Institut catholique de Paris et enseignante à Sciences Po Paris. Voilà. Merci pour elle. Donc je vous remercie encore d'être présente pour lancer justement cette semaine pour l'égalité. Je vais conclure parce que je vais céder la parole à Manaz Shirali qui va animer les échanges de ce soir. Et avant de terminer, j'ai presque terminé, je ne peux pas m'empêcher de conclure. Permettez-moi de reprendre juste quelques phrases d'une personne que j'aime beaucoup, qui est Gisèle Halimi, qui disait en s'adressant aux femmes « Ne laissez rien passer dans les gestes,
le langage, les situations qui attentent à votre dignité, ne vous résignez jamais. Très bonne soirée à vous tous. À la parole. Merci Madame la Présidente. Madame Farsi, vous n'êtes pas iranienne, mais vous êtes Farsi, mais bon, nous vous adoptons de tout cœur. Ce sera avec grand plaisir que nous prononçons votre nom. Merci à vous tous, merci pour votre invitation et pour cette parole que vous avez donnée ce soir aux femmes iraniennes pour parler de leur combat, de leur vie, de leur pays, à cette journée de 8 mars, le journée international de droits des femmes, qui coïncide avec un heureux et magnifique événement. Aujourd'hui, pour la première fois, les Nations Unies ont reconnu la République islamique d'avoir commis des crimes contre l'humanité, contre son peuple. C'est une victoire, c'est une immense victoire pour tous les Iraniens et je pense que c'est une victoire pour l'humanité. Ces régimes dictatoriaux, ces régimes sanguinaires doivent être punis, ils ne doivent pas rester de cette façon. Alors donc vraiment ce soir c'est un grand soir pour nous quatre et nous le partageons avec vous. Et je commence par vous dire que les crimes contre l'humanité de la République islamique n'ont pas commencé avec la mort de Mahsa Amini. Ça fait 45 ans que ce pays est victime des crimes contre l'humanité commis par les dirigeants de la République islamique, par les ayatollahs. Que après 45 ans, ces crimes soient reconnus, c'est quand même une victoire pour nous, mais ce n'est pas aujourd'hui que ces crimes ont commencé. Ça fait 45 ans que les femmes iraniennes, que les hommes iraniens, que tout Iranien subit d'une manière ou d'une autre. Chacun d'entre nous ici présents, nous avons subi la République islamique. Les 3 femmes à mes côtés, elles sont des militantes politiques. Ça fait longues années que chacune d'entre elles vit en France. Elles sont parfaitement bien intégrées. On fait 2 intégrations. Nous, les sociologues, on dit intégration culturelle et intégration structurelle. Les 3 femmes à côté de moi, elles sont bien intégrées culturellement, elles sont bien intégrées structurellement. Cela dit, après autant d'années qu'elles vivent en France, elles ont gardé leur relation avec leur pays d'origine. Elles sont iraniennes et françaises. Mais on est plus du côté où le pays souffre. Nous sommes toutes les 4 des binationales, mais on est plutôt penché vers l'Iran parce que l'Iran souffre et heureusement la France est en bonne situation. Alors, ce soir, nous n'allons pas vous bombarder des informations sur l'Iran. Les vrais acteurs de ce soir, c'est vous. C'est à travers vos questions qu'on va aborder l'Iran. Une première partie, c'est la présentation de mes chers amis qui sont présents ici. Elles vont se présenter à vous, elles vont vous dire ce qu'elles pensent de l'Iran. Elles vont vous donner leur regard sur ce pays, sur cet événement de Mahsa Amini qui a commencé à partir de la mort de Mahsa Amini. Un événement qui a été à tort en France connu comme une révolution féministe, alors que la révolution, normalement, nous, les spécialistes de sciences politiques, on le juge après coup, une fois que le régime tombe. On dit que c'est une révolution. Donc, on aurait bien voulu que ce soit une révolution, mais pas encore. Peut-être un jour, on va dire que ça a commencé par Mahsa Amini. Mais en tout cas, politiquement parlant, on n'est pas autorisé d'utiliser le mot de révolution. C'est une révolte qui était particulièrement généralisée, qui a vraiment touché toutes les villes iraniennes et toutes les couches sociales, particulièrement les jeunes de 15 à 25 ans, mais tout le pays était vraiment touché par rapport à ce meurtre qui a bouleversé les Iraniens, qui a profondément bouleversé les Iraniens. Le mouvement des
des Iraniens, qui a commencé depuis l'année dernière, n'est pas un mouvement féministe. Ce n'est pas une révolution féministe, tout simplement, juste pour vous rappeler que la révolution féminine en France a commencé une fois que la révolution des droits de l'homme a réussi, une fois que les hommes ont obtenu les droits égaux les uns avec les autres, et les femmes sont venues, mais pourquoi pas nous? D'accord? Donc, les femmes ont revendiqué leurs droits une fois que les droits de l'homme étaient installés. Nous sommes en train de parler d'un pays où la vie humaine ne vaut rien du tout. Donc, dans un pays où les droits de l'homme sont les premières victimes, vraiment personne ne fait attention, les dirigeants ne font pas attention aux droits de l'homme, parler d'une révolution féministe n'a pas beaucoup de sens, parce que la vraie révolution n'a pas encore eu lieu. J'espère un jour que vous m'invitez ici et que je vous parle d'une révolution féministe en Iran. Ça sera avec grand plaisir qu'on va parler des femmes, ça sera avec grand plaisir qu'on va parler des féministes iraniens, parce qu'il y en a en Iran, beaucoup de femmes. Et dans cette révolte, les femmes, bien entendu, étaient sur le devant de la scène. Les femmes étaient les premières actrices de cette révolte, mais ce n'est pas une révolution féministe. Je présente d'abord Paria Vatankhor. Paria est artiste, est une grande artiste. Elle met en scène, à travers le corps, toutes les souffrances des Iraniens et des femmes iraniennes. Paria va se présenter elle-même, mais ce que j'ai retenu de ses œuvres, de ces magnifiques œuvres, c'est cette souffrance qui communique où vous soyez dans ce monde, ou quelle que soit votre place dans ce monde, quelle que soit la langue que vous parlez, vous comprenez la langue de souffrance qui est émise à travers les corps présentés dans les œuvres de Paria. À côté de Paria, nous avons Hilda Dehqani-Azar. Hilda, ça fait plus de 40 ans qu'elle est en France. Elle est la mère de 4 enfants. Son mari est présent aujourd'hui dans la salle. Et donc, il l'accompagne. Paria encore est parfaitement bien intégrée, mais son engagement envers l'Iran est exemplaire. Cette année, elle a reçu le prix de la laïcité, comme Paria d'ailleurs. À travers son travail, à travers son association, mais avant tout, Hilda, elle a fait un master en communication politique. Et donc, elle est une savante du monde politique. Quand elle intervient en tant qu'une militante et une politologue qui connaît le monde de la politique. Enfin, Hengame Yahyazadeh, en fait, c'est à cause d'elle que nous sommes ici ce soir. C'est à elle qu'il faut reprocher. Donc, Hengame, ça fait 8 ans qu'elle est en France. Je l'ai entendue parler français mieux que moi. J'étais un peu jalouse. Je me suis dit, à peine arrivée en France, elle parle si bien le français, ce qui est un signe d'intégration, évidemment. Mais elle a créé son association, une association extrêmement active parmi la diaspora iranienne, très respectée parmi la diaspora iranienne. Et je la laisse ouvrir le débat ce soir. Hengame va nous parler aujourd'hui de sa manière de militer, pourquoi elle le fait et pourquoi l'Iran est si important pour elle. Merci Hengame. C'est bon? Ah, vous m'entendez? Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci Marnos de me passer la parole, c'est gentil. Et tout d'abord, je vous remercie toute l'équipe de département, Ali, Taher, Monsieur Vincent Gibert et aussi Jean-Luc, qui étaient toujours, depuis 1 an, toujours derrière ce projet, et surtout toutes les élus de département. Dommage, Aurélien Taravella qui n'est pas là ce soir auprès de nous, mais il a été tout le temps aussi derrière nous, derrière notre mouvement. Enfin, je suis contente de pouvoir réaliser
quelque chose, un événement autour de notre sujet, notre mouvement, ou comme elle dit Mahnaz, un révolte qui se passe en Iran au nom des femmes. Et voilà, je pense que, je ne sais pas si, j'espère que vous allez nous poser des questions pour qu'on puisse vous expliquer ou s'exprimer ce que nous avons vécu en Iran et ce que nous vivons ici en tant que diaspora iranienne, ce qui n'est pas très facile non plus, et qu'on pourra peut-être vous expliquer un peu mieux qu'est-ce qui se passe en Iran aujourd'hui et après 2 ans où nous en sommes. Merci. Bonsoir, je vous remercie également d'être présent et de porter une attention à notre révolte, à notre lutte, aux luttes de notre peuple pour la liberté, pour les valeurs que nous partageons avec ce peuple qui se bat, on connaît le slogan « Femme, vie, liberté », mais qui se bat pour la laïcité, qui se bat pour l'égalité. En tout cas, ce sont des choses qui, moi, me parlent. Moi qui ai vécu plus de temps en France qu'en Iran, qui suis partie d'Iran à l'âge de 13 ans et qui a 56 ans maintenant. Moi dont les enfants sont français, je peux vous dire que femme, vie, liberté, tout comme liberté, égalité, fraternité, pour moi, ce sont les mêmes valeurs humanistes. Et c'est tout naturellement que je considère que ce qui se passe là-bas aura un impact ici et ailleurs. Et c'est évidemment tout naturellement qu'ici, j'ai toujours milité pour des valeurs humanistes et que, à partir du moment où ce peuple, de manière très visible, a voulu faire entendre sa voix pour la liberté, que je me suis mise à militer, à traduire, à essayer de faire entendre à travers les différentes associations la voix de ceux qui, là-bas, sont empêchés. Donc, je serais heureuse également de pouvoir répondre à vos questions. Et merci encore pour ceux qui ont organisé cette soirée et qui nous ont donné la parole. Et je suis particulièrement ravie parce que vraiment, je suis entourée de femmes très valeureuses que vous verrez plaisir à connaître. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour notre cause Femmes et Liberté. Merci aux responsables de Haute-Garonne, Ali, Jean-Luc et Hengome aussi pour l'organisation de cette soirée. En fait, pour moi, la révolte Femmes et Liberté, c'est une continuation de ma vie depuis que je suis née et grandie sous la République islamique. Cette révolte, autant qui est nouvelle, c'est aussi vraiment un enchaînement de toutes les années de combat contre la République islamique et les femmes et les hommes iraniens. Ils ont mené depuis que je me souviens que j'ai grandi sous la pression et la censure et la violence du régime en place en Iran. Et donc, je suis arrivée en France en 2010. J'ai émigré pour avoir plus de liberté, pour pouvoir découvrir le monde, pour pouvoir travailler en tant qu'artiste, mais aussi faire des recherches académiques sur mes sujets qui est important pour moi, sur les sujets qui sont importants pour moi. Parce que j'ai aussi un doctorat en esthétique, sciences et politique des arts, en arts plastiques tout court. Donc, c'était la seule solution pour pouvoir vivre vraiment, de quitter l'Iran et m'installer dans un pays libre comme la France. Et c'est bien évidemment, je n'ai jamais pu couper mes ponts avec mon pays, avec ma famille, avec mes amis qui sont là, qui luttent, qui souffrent. Et
le sujet de la situation de l'Iran, la situation des femmes, les inégalités, mais vraiment, comme a dit cher Mahnoz, le manque de droits d'humains, totalement le manque de droits d'humains en Iran, c'était évident dans mon travail artistique et c'était très conscient et inconscient en même temps, parce que comme je suis arrivée en France au début, j'avais pas envie vraiment de travailler directement sur ces sujets, parce que je pensais j'ai envie de rentrer à la maison, j'ai envie de revoir ma famille. Mais peu de temps après, je ne pourrais plus me censurer et l'autocensure est disparu et je commence à travailler sur la cause des femmes, sur la cause des manques de droits humains de l'Iran, très naturellement. Et je serai ravie si je pourrai répondre à vos questions ce soir, parce que l'Iran n'était jamais toujours pareil. Et un jour, il y avait des droits humains qui étaient installés. La laïcité était rentrée dans les lois juridiques de l'Iran et les femmes, ils avaient tous les droits qu'aujourd'hui on cherche encore à nouveau, comme le droit de divorce, le droit de travail, le droit d'avortement. Aujourd'hui, les femmes iraniennes, bien évidemment, ils font des études, ils travaillent, ils sont très indépendants, mais ça à grâce de la culture iranienne, pas à grâce du pouvoir iranien. Parce que le pouvoir iranien, il a interdit tout ça aux femmes, sauf avec l'autorisation des hommes. Et donc, on est revenu vraiment des milliers d'années marche. On a fait des marches arrière. On est en train d'essayer de récupérer les droits qu'on avait vraiment en grande partie avant de l'installation des moulins. Voilà, merci. Comme je vous l'ai dit, les vrais acteurs ce soir, c'est vous, c'est la salle. Donc, c'est à travers vos questions, à travers tout ce que vous demandez, nous allons aborder l'Iran. Pour lancer la soirée, je vais poser la première question. Ensuite, la question revient à vous. Vous avez la parole, donc vous pouvez nous poser toutes les questions et nous vous répondons dans les mesures de nos possibles, évidemment. En fait, ma première question à ces trois femmes militantes, parfaitement bien intégrées en France, qu'est-ce que vous avez avec l'Iran? Pourquoi vous ne laissez pas tomber l'Iran? Pourquoi vous ne menez pas votre vie comme vous l'entendez, en oubliant ce qui se passe en Iran? Je commence par Hilda, parce qu'elle me regarde et je sais ce qu'elle va me répondre. Alors, je veux vraiment savoir, Hilda, ça fait quand même 40 ans que tu es en France. Qu'est-ce que tu veux avec l'Iran? Tellement de choses. En fait, c'est vrai qu'il y a cette histoire de racines. Je vais dire ce qui est peut-être un peu, qui manque de pudeur, mais j'ai un père qui a lutté pour la liberté en Iran et qui a été arrêté et fusillé. Je n'ai jamais pu aller sur sa tombe. Et l'Iran, c'est une responsabilité. Il nous a fait partir avec maman et mon frère, mon petit frère, qui est avocat aujourd'hui. Il avait 9 ans quand on est arrivé, j'en avais 13. Il nous a fait partir pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire sans craindre pour notre vie. Il a été arrêté et fusillé avec les autres personnes qui ont organisé cette lutte. Et quelque part, quand on a ce vécu, ainsi que la mère d'ailleurs que j'ai eue, je pense qu'on a la responsabilité de poursuivre leur lutte, d'autant que vraiment je pense que c'est une lutte universelle. Voilà. Avec ta permission, je vais donner quelques informations. Le père de Hilda était le lieutenant de l'armée royale à l'époque de Shah. Et après la Révolution, il a été accusé à tort.
Il a été accusé à tort de faire des conspirations contre la République islamique et avec ses camarades, il a été fusillé 2 ou 3 ans après la Révolution. Il a fait, avec ça s'appelle, ce que j'ai entendu, en fait ce que j'ai lu, je me suis renseignée, ça s'appelle l'équipe de Nima. C'était le nom de l'équipe. On n'a pas beaucoup d'informations sur cette équipe. J'ai trouvé quelques morceaux d'informations sur Internet. Et rien qu'à travers quelques lignes, on peut trouver ces hommes qui avaient l'amour de leur pays. Ils voyaient avant les autres que le pays était en train de sombrer dans l'islamisme. Et c'était les âmes vivantes, les âmes averties qui ont réagi en premier. Et ils nous ont secoués, parce que moi je suis plus âgée que Hilda. Et je me rappelle très bien quand on a entendu, d'abord c'était le coup d'État de Nogé, ça vient après le coup d'État de Nogé. Mais on se demandait, à l'époque, j'avais 15 ans, j'ai 2 ans plus que toi, et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Pourquoi? Et ça nous a réveillés à un moment donné. C'est-à-dire, nous, j'étais à 15 ans, on n'a pas beaucoup de conscience politique, mais on se demandait pourquoi on fusille les lieutenants de cette qualité. C'est ça. Et là, donc, quand j'ai retrouvé Hilda, quand je l'ai vue, tout d'un coup, j'ai compris. Pourquoi tu es là? Je voulais poser la question. Merci pour ta réponse. Alors, je ramène la question vers Palia. Palia qui est un artiste engagé, que je vous conseille, si vous n'avez pas encore vu son exposition est dans les murs. Donc, allez-y, regardez, vous allez voir ce que vous voyez. Et vous allez voir, est-ce que mon interprétation de ton œuvre est correcte? Je ne vois que la souffrance sur ces corps. La souffrance. Merci Manos. La souffrance et la violence. J'aime bien dans mon travail artistique jouer avec le paradoxe. Donc, dans beaucoup de mes œuvres, j'utilise par exemple les bandes médicales. Si vous allez regarder mon site, les bandes médicales dans mon travail, il y a 2 messages. Il y a un message de blessure, il y a 2 messages aussi de guérissement, d'essayer de se guérir face à un monde tellement violent. En fait, si je dois répondre aussi à la question pourquoi j'arrive pas à m'occuper de l'Iran, je pense que vraiment, on ne sait pas logiquement pourquoi personne peut faire ça. Les immigrants, les exilés, toujours dans toutes les nations, ils ont toujours un lien qui les connecte, même s'ils sont nés dans un autre pays. Ils n'arrivent jamais à oublier, effacer, ou pas penser, ou pas être une manière d'une autre en relation avec leur origine. Mais pour moi en particulier, je pense que comme je suis arrivée en France, à la base, j'étais peintre. Mon travail artistique, c'était la peinture, le dessin, mais je désirais toujours faire la vidéo et la performance. Sauf qu'en Iran, le censure, surtout sur le corps féminin, était difficile à le tourner, le dépasser et faire les médiums que j'avais envie de faire. Donc, ma première réaction, c'était faire une performance avec mon corps dévoilé. Au moins sans le voile sur mes cheveux. Donc, je me suis enterrée. C'est un acte très, très violent contre soi de se enterrer. J'ai fait une performance et pendant cette performance qui s'appelle Métamorphose, je me suis enterrée plusieurs fois. Et comme je regarde maintenant, c'était un deuil le pays que j'ai quitté. Mais c'était un deuil tellement difficile que je voulais m'enterrer et mourir avec ce déchirement. Le temps passe et je me rends compte, ça veut dire quoi vivre en liberté. Parce qu'en Iran, comme nous résistons toujours, on continue à faire tout ce qui est interdit en privé, à la maison. Les choses tellement simples comme danser, comme chanter, comme boire le vin. Et on a l'impression, on fait quand même ce qu'on a envie de faire. Mais comme une fois en liberté, je comprends la différence de vraie liberté et la fausse liberté qu'on se construit pour arriver à continuer à vivre. Donc, ça m'a révoltée
pourquoi nous, les Iraniens, on est privés de cette liberté, de cette égalité, d'être en contact avec les autres pays. Et c'est pour ça que je suis devenue plus en plus engagée. Et à ce moment-là, j'ai compris mes parents et des générations avant, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme traumatisme le moment de leur révolution. Et j'ai compris qu'ils n'avaient pas envie de sortir de la maison, qu'ils n'avaient pas envie d'aller à la plage, n'avaient pas envie d'aller à la piscine ou au cinéma. Pourquoi ils n'avaient pas envie? Vous imaginez, le jour lendemain, ici, ils vous séparent, les femmes et les hommes, les lieux publics, et tout devient interdit et tout devient menaçant. Et je pense que je serai toujours engagée jusqu'à la liberté en Iran. Avant de donner la parole à la salle, je repose la question à Hengome. Je veux connaître ce lien qui t'unit à l'Iran, qui ne te laisse pas vivre tranquillement ta vie en France. Je pense que moi, j'ai quitté l'Iran, j'avais 20 ans. C'était il y a presque 7 ans et demi. Donc, aujourd'hui, j'ai 27 ans. C'était le moment où j'allais rentrer, je suis rentrée dans l'université et j'étais obligée d'interrompre complètement l'université pour partir d'Iran. J'avais commencé à rentrer dans un monde universitaire avec des étudiants, de rencontrer des copines, des copains. Et je pense qu'il n'y a pas le meilleur moment dans notre vie que le moment d'études universitaires. Donc j'ai quitté ce moment-là le pays où j'allais commencer à m'adapter à la jeune génération et rentrer dans le monde jeune en Iran, à me faire créer mon propre réseau. Et c'était un peu dur de quitter tout ce que tu as créé pendant 3, 4, 5 ans, à partir de 15 ans. Et là, d'un coup, il faut tout lâcher et partir. Et surtout le moment où tu as besoin de plus de tes amis, de tes copains ou de tes copines. Quand j'ai quitté l'Iran, c'était pas voulu, c'était pas moi qui a décidé et je m'en veux toujours. Parfois, je me dis, je préférais de rester et d'être étouffée et oppressée par le régime islamique, mais je m'en veux toujours et j'en veux toujours de mes parents aussi. Mais je sais pour quelles raisons ils ont fait ça. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé par l'école de théâtre. Et j'avais un moment dans le théâtre, un exercice justement fait par Séverine, ma chère formatrice, qu'elle est présente ce soir. Un exercice qui s'appelait « Je passe ». Et à ce moment-là, je ne parlais pas du tout français. Et elle m'a dit « Vas-y, tu le fais ». Et j'ai dit « Non, je ne parle pas, je ne peux pas ». Elle m'a dit « Si, tu le fais, vas-y ». Et vas-y quoi, elle est assez très carrée, très, très dure. Et elle m'a fait pleurer. et le moment où je faisais cet exercice, je passe, c'était une porte imaginaire. Il fallait imaginer une porte pour dépasser, en fait, pour ouvrir et passer. Et le moment de faire cet exercice, j'ai pensé à le moment où on s'envolait avec l'avion, partir l'Iran. J'avais rien à dire. Donc j'ai passé sans dire grand mot, j'ai rien dit. C'est pourquoi je ne peux pas me détacher de mon pays, parce que ce que je peux vous dire, c'est que quand je dis à Hengome, c'est fou ce que tu parles bien français, elle me dit, le théâtre m'a beaucoup aidé. T'as vu, j'ai dit aimer. M'a beaucoup aidé. Je tiens à dire que quand même Hengome est né après la Révolution. Donc ni Hengome ni Paria, contrairement à Hilda et moi,
elles n'ont pas connu l'ancien régime, l'époque de Shah. Bon, on n'était pas très âgés quand même, Hilda, il ne faut pas se vieillir, mais quand même, voilà. Mais en tout cas, nous nous souvenons ce qu'était le pays avant la Révolution. Nous avons eu des femmes ministres, des femmes chirurgiennes, des femmes professeurs d'université, et du jour au lendemain, tout a changé. Du jour au lendemain, les femmes devaient porter le voile. C'était une obligation. Donc, sans voile, on ne pouvait pas sortir. On a vu, en fait, la décadence d'un pays. On est des témoins, toi et moi, nous sommes les témoins vivantes d'une décadence jour après jour, que ce soit sa monnaie, que ce soit les mœurs, que ce soit tout a détruit en fait dans ce pays. Mais ce qui me laisse admirative quand je vois une femme comme Hengome, quand je vois une femme comme Paria, elles sont quand même, soi-disant, les fruits de la République islamique. Soi-disant. Alors, les fruits de la République islamique, aussi contre la République islamique, je dois dire que la République islamique a raté son éducation quelque part, et c'est tant mieux. C'est une fierté de parler avec Hengome et de Paria et de voir que non seulement la République islamique n'a pas réussi à transformer ces femmes en musulmanes pratiquantes, et ne croyez surtout pas, excusez-moi Hengome et Paria, ne croyez surtout pas que ce sont des exceptions. En Iran, les femmes iraniennes avec qui j'ai 50 000 jeunes sur mes réseaux sociaux avec qui je suis, en tant que bonne sociologue, je suis obligée. Je suis en constante communication avec eux. Je vois le courage, le même courage que vous avez vu ce soir chez Paria, chez Hengome. Ce courage est contagieux en Iran. Elles ne peuvent plus supporter cette situation. Les jeunes Iraniens, aujourd'hui, ils ne peuvent plus supporter. Mais évidemment, les plus âgés que nous sommes, nous les mettons en garde. Ça ne sert à rien de vous faire tuer, ce que je leur dis. Mais attention, soyez intelligents, ne vous faites pas tuer. Cela dit, ils ne peuvent plus supporter la situation. Ils ne peuvent plus supporter la situation. Et vous êtes vraiment les belles représentantes de cette génération. Nous, les vieilles, on est fiers de vous. Je me permets par rapport à ça, puisque moi j'ai beaucoup milité pour d'autres femmes. Alors les Ukrainiennes, il n'y avait pas de problème de religion, c'était la guerre, mais les femmes afghanes, les femmes syriennes, j'ai beaucoup accompagné durant mes années de militantisme ces femmes-là. Et effectivement, la différence qu'il y a entre les femmes iraniennes et les autres femmes dans ces pays où l'oppression de la religion, la place de la religion est énorme, c'est qu'elles ont quelque part incorporé en elles. Parfois, j'avais des Afghanes qui disaient la première chose qu'on doit combattre, c'est le taliban qui est rentré en nous. Alors que les femmes iraniennes, effectivement, ils sont, effectivement, vous avez plutôt, vos mères ont réussi, ou vos parents ont réussi, malgré ce régime totalitaire, à vous inculquer l'iranité plus que la religion, quelle qu'elle soit, en tout cas. Pour aller dans le sens de Hilda, j'ai parlé avec les jeunes hommes afghans qui disaient qu'ils ne voulaient pas que leurs sœurs, leurs femmes, leurs filles restent en Iran parce que les filles iraniennes sont corrompues et qu'ils ne sont pas musulmanes comme il faut et qu'ils veulent retourner rapidement en Afghanistan. Tu as quelque chose à nous dire? En fait, moi, je voulais dire que non seulement moi, à Hengome, plus jeune que moi, je pense, il y a des petits, des filles et des garçons de 4-5 ans qui maintenant, ils révoltent, ils crient dans leur petite école maternelle, Femme, vie, liberté. C'est vraiment, c'est pas non seulement ma génération, que mes parents étaient jeunes, le moment de la révolution, ils n'ont pas arrivé à nous influencer.
c'est les générations après, c'était jamais, heureusement, ils ont resté vraiment connectés, les Iraniens, avec le monde entier. Ils ont essayé de filtrer tous les internets, tous les médias, pour faire une grande barrière entre les Iraniens dans le pays et l'extérieur du pays, comme ça se fait en Chine, en la Russie. Je n'ai pas envie trop nous apprécier, mais je ne sais pas comment c'est possible que les Iraniens, ils n'étaient jamais arrêtés derrière les filtres d'Internet. Il n'y a aucun Iranien qui n'est pas un anti-filtre, comment on dit ça, VPN, oui, VPN, pour se connecter à tous les réseaux sociaux, regarder toutes les chaînes, les nouvelles séries, les nouvelles films. Et je pense que les séries, les films, les livres, toujours, ils ont des grandes écoles. Et comme ils regardent le monde, ils sont en contact avec le monde, il ne peut pas les emprisonner dans les pensées aussi non plus. Merci Palia. Juste pour rajouter une phrase à ce que Palia vient de dire, c'est que les jeunes Iraniens, ils ont un niveau de technicité concernant l'informatique qui est impressionnant. Quand je vais dans les salles virtuelles, parce qu'ils se réunissent systématiquement dans les salles virtuelles, ils se donnent des petits conseils et ne comptez pas sur moi pour vous répéter ce qu'ils disent. Je ne comprends rien de tout ce qu'ils disent, mais eux, ils se comprennent, ils savent ce qu'ils disent. Et ce niveau de technicité n'existe pas parmi nos étudiants ici en France. Ça, c'est quelque chose. Parce qu'en fait, on dit l'invention, en fait, l'obligation est la mère de l'invention, quelque chose comme ça. Alors donc, voilà, le besoin est la mère de l'invention. Du coup, étant donné que la censure est très forte en Iran, du coup, ils sont devenus inventifs. Pendant toute la durée des révoltes, alors que l'Internet était d'une vitesse d'escargot, ça ne marchait pas, ils arrivaient à télécharger les vidéos, les films qu'ils prenaient, tout simplement en se rapprochant des bâtiments publics et en se connectant sur le Wi-Fi des ministères ou des endroits publics. Et c'était vraiment au prix de leur vie, parce que si on les captait, c'était vraiment une catastrophe pour eux. Mais ils le faisaient parce qu'ils voulaient que la planète entière voie ce qui se passe en Iran. Et voilà, donc maintenant, nous sommes là pour vous raconter ce qui se passe en Iran. La parole est à vous. Vous posez toutes les questions que vous souhaitez. Et donc, on est là pour répondre, si on peut. Oui. J'ai une voix qui porte, peut-être vous m'entendez. Alors je me mets là, comme ça, je ne tourne pas le dos au public. Merci beaucoup. Alors, les sentiments très forts de Ngame sont complètement à la hauteur de sa motivation, de ses grandes motivations qui a mobilisé non seulement les Iraniens, les jeunes, les moins jeunes, dont je fais partie du second groupe, durant toutes les manifestations depuis effectivement le mouvement de Femmes, Vie, Liberté. Et c'est l'occasion aussi de la remercier, mais vous remercier toutes pour votre présence ce soir au sein de notre superbe département. Les actions de ce type, bon, ça fait des années et des années que je réponds favorablement aux invitations de notre département, sous la présidence de Georges Méry, sous la présidence actuelle, bien évidemment. Et c'est toujours un grand plaisir de venir pouvoir assister à ce genre de réunion, d'information, surtout par rapport aujourd'hui, par rapport au 8 mars pour la fête internationale, Journée internationale des droits des femmes. Alors, juste trois mots d'information rapide et après j'ai une question à vous poser. La semaine dernière, le chiffre 840 exécutions est publié officiellement par les instances internationales. 830 exécutions de jeunes allant de 13-14 ans jusqu'à 30-40 ans. C'est le régime islamique en Iran. Heureusement que des artistes comme Paria sont sortis de l'Iran. Vous êtes venus ici. Heureusement que
jeune Engamé accompagné, donc ses parents sont venus parce que, comme d'ailleurs Hilda, qui est sortie encore plus longtemps, moi je suis arrivé avec ma famille 1 an avant Hilda ici. Ça va faire, en avril, ça va faire 46 ans. Et parce que les mouvements, la présence, les actions des Iraniens et des Iraniennes de par le monde, depuis donc l'assassinat de Mahsa Amini à l'étranger, ce sont des mouvements de fond qui soutiennent toutes les actions qui se passent en Iran. Heureusement, aujourd'hui encore, à Téhéran, dans différents quartiers, mais dans les autres villes, il y a beaucoup de femmes, jeunes ou moins jeunes, qui ne portent pas de voile, qui sortent, qui sont braves et qui bravent effectivement ces interdictions et qui sortent. Alors, juste une question. Les élections récentes, mascarade élections, les chiffres très proches de la réalité, c'est entre 10 et 15% de participation. Le régime donne le chiffre de 40%. Alors, est-ce qu'avec ce faible taux de participation, alors ma question, ça concerne Mme Shirali et Hilda, est-ce qu'à ce moment-là, avec ce faible taux de participation, ce régime n'est pas un régime illégitime, ce régime? Est-ce qu'on ne peut pas amener des actions auprès des instances, parce qu'il y a une loi aux Nations Unies, à moins de je ne sais pas quel pourcentage, le régime n'est pas illégitime. Il faut qu'il quitte le régime, qu'on fasse des élections surveillées avec la présence des instances pour qu'on puisse quand même enfin remplacer ce régime. Merci beaucoup. Merci à vous. En fait, la République islamique, ça fait longtemps qu'elle sait elle-même qu'elle n'a pas de légitimité populaire. Et elle le sait. Mais ce simulacre des élections était destiné pour les Occidentaux, pour leur dire que, regardez, on est toujours respecté. La République islamique est obligée de donner cette légitimité populaire à travers les élections parce qu'elle est issue d'une révolution. Tous les régimes révolutionnaires reposent sur leur popularité auprès de leur peuple, sur leur assise populaire. Alors la République islamique est obligée d'avoir cette assise populaire. Actuellement, en Iran, tout Iranien sait qu'il n'y a plus personne qui soutient, sauf peut-être quelques pourcentages des gens qui sont à l'intérieur du régime, qui se sont enrichis, donc ils ont besoin de continuer à soutenir. Donc ce n'est pas un soutien populaire, on le sait. Et moi, j'ai lu sur les écrits de Twitter des dirigeants du régime ou de leurs alliés, ils parlaient de 6% de participation à Téhéran. Donc, c'est-à-dire, la République islamique sait pertinemment qu'il n'a plus du tout l'assise populaire digne d'un régime révolutionnaire. Il ne l'a pas. Mais il continue à faire semblant aux yeux des Occidentaux pour dire que, regardez, hein, on fait des élections, donc on est démocratique. Juste pour faire taire les pays démocratiques, pour que, encore, quand le ministre des Affaires étrangères iranien, un criminel, quelqu'un qui doit être introduit devant la justice pour ses crimes de guerre, il vient en France et le ministre des Affaires étrangères français lui serre la main. Ça, c'est une aberration, c'est une honte, je ne sais pas, c'est une insulte à l'intelligence humaine que moi, en tant que Française, je vois que mon ministre des Affaires étrangères serre la main d'un criminel de guerre, quelqu'un qui a commis des crimes contre l'humanité et aujourd'hui, les Nations Unies ont reconnu. Donc, vous voyez le jeu de la République. On n'est pas en face des talibans. Les talibans, ils tuent, ils filment, ils montrent. Les gens du Hamas, ils violent, ils filment, ils montrent. La République islamique ne fait pas ça. Tous ces jeunes qui étaient victimes des exactions l'année dernière, la violence, ils ont été violés, torturés dans les maisons secrètes, dans les maisons par les agents qui portent les vêtements civils, tout simplement parce qu'on a affaire à un régime extrêmement sournois, très très sournois, qui sait quelle est la logique de l'Occident et il joue avec les logiques et il manipule les Occidentaux. Je me permets, puisque vous avez parlé des chiffres de l'année dernière, donc
834 exécutions. C'est une augmentation considérable par rapport à l'année précédente, qui était déjà, en fait, par rapport à l'âge... Enfin, on est au nombre, ramené au nombre d'habitants, c'est le pays où il y a le plus d'exécutions. Parmi ces exécutions, 22 femmes. Deuxième élément qui est important, c'est de savoir que beaucoup de ces exécutions sont liées à comment dire, des activités politiques. Mais certaines se font sous le nom de, par exemple, il y a des minorités ethniques, sunnites notamment, mais aussi baoïs et d'autres, kurdes, mais qui sont, en fait, c'est les Baloutches et les Kurdes sont sunnites, donc c'est des minorités religieuses et ethniques en tout cas. En fait, là, on va prendre non pas comme prétexte l'activité politique, parce qu'il n'y en a souvent pas, on va prendre comme prétexte des trafics de drogue, alors que c'est une organisation totalement tenue par leur milice militaire en Iran. Ça, c'était la deuxième chose. Et par rapport, pour finir sur cet élément-là, il faut savoir qu'évidemment, les personnes n'ont pas le droit à une justice équitable, que très souvent, ils n'ont pas accès à des avocats, que très souvent, les avocats eux-mêmes sont arrêtés pour avoir osé défendre des accusés. Et en tout cas, alors, c'est pour ça que moi, je me dis, ils ne sont pas forcément malins. On a plutôt envie de ne pas voir. Parce que, qu'est-ce qu'on peut ne pas avoir vu? Le nombre de viols d'hommes et de femmes. Combien d'heures nous avons passé ces 18 derniers mois à faire du lobbying, à aller voir les députés, à aller voir les ministres, à écrire, combien de manifestations, combien de... Nous ne sommes pas écoutés parce que ça ne les arrange pas. Et donc, pour moi, ce n'est pas que parce qu'ils sont malins, c'est parce qu'on se fiche du monde, et on se fiche du monde, pas que des Iraniens. Parce que ce qui se passe là-bas ne concerne pas que là-bas. Regardez le monde depuis l'arrivée du régime de la République islamique en Iran. Regardez comment ils ont créé leurs satellites, comment ils ont enraciné la religion dans une religion politique, comment au Liban, en Palestine, en Syrie et en Europe, comment ils jouent de cela. Donc, ce qui se passe là-bas est grave, évidemment, pour les Iraniens et pour cette région qui en souffre, mais c'est grave pour le monde entier. Et c'est là où on a besoin. On a besoin de vous, de votre force, de votre présence, de vos voix. S'il vous plaît, entendez et faites entendre cette voix-là. Alors, Madame demande, je vous donne. Merci. J'ai demandé de parler un petit peu à propos de jeunes filles qui étaient empoisonnées par le gaz dans les lycées, dans la journée, quand ils étaient à l'école. L'année dernière, justement, pratiquement à la fin de la révolte des femmes Vie Liberté, et que
ils sont restés toujours inconnus. Et puis les jeunes qui étaient chassés et aveuglés par les tirs des pastarans du régime des mollahs. J'ai envie juste de vous partager un petit moment que j'ai vécu après la toxication, intoxiquer les écoles de filles en Iran, qui était un acte commencé notamment par l'année dernière, mais aussi par les années d'avant aussi. Moi, je vivais à Arak, une ville plutôt dans l'ouest d'Iran. Une fois, il neigeait beaucoup. Du coup, je suis allée à l'école et on a entendu dans l'école que l'école des filles au collège a été intoxiquée. Il y avait 10 personnes qui sont allées à l'hôpital. Et nous, on s'est dit, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? On n'a pas compris grand-chose. Jusqu'au moment où l'année dernière, il y avait un enchaînement des écoles qui a été intoxiquées par le régime islamique, on va dire. Des appels des amis, de la famille, des amis un peu plus lointains pour nous mettre au courant de ce qui s'est passé là-bas et de dire, nous, on n'envoie plus nos enfants à l'école parce qu'elles sont complètement intoxiquées. Et c'était quand même un peu étouffant de savoir jusqu'où ça va continuer, pourquoi c'est arrivé et pourquoi ils font ça. Moi, je trouve que, encore une fois, le régime islamique est très malin parce qu'il utilise toutes les possibilités possibles pour empêcher des femmes et des filles à arrêter leurs études. Ils tentent à la fois pour voir si les parents ils arrêtent d'envoyer leurs enfants à l'école, ce qui a plutôt marché à peu près. Moi, je sais que ma tante, elle a une fille de 12 ans, pendant 15 ans, pendant un mois et demi, elle a dit non, j'envoie pas ma fille à l'école. Et après un mois et demi, elle a hésité. Et au bout du 3e mois, elle a dit vas-y, va, mais pas toujours. Et ça fait qu'elle a un petit peu. Toutes les filles de la ville de Sari, du Nord Iran, elles sont un petit peu, les écoles des filles, à rater leurs années parce qu'elles n'ont pas pu aller à l'école. Donc, la stratégie du régime islamique a la moitié marché quand même, ce qui était un peu malin. Mais je pense que l'éducation en Iran, c'est tellement important pour les femmes, surtout qu'elles ne sont pas arrêtées ici. Mais plus politiquement, pourquoi et d'où ça vient, je laisse à des spécialistes. Alors, l'année dernière, pour l'UNICEF, c'était juste, ça a coïncidé en même temps que les écolières iraniennes ont été empoisonnées. J'étais en train de préparer un rapport pour l'UNICEF sous la demande de Madame Azan et sur les livres scolaires iraniens. Alors, les manuels scolaires, en fait, le véritable empoisonnement des écoliers commence par les livres scolaires en Iran. Déjà, les livres scolaires pour les filles et les garçons sont différents. Donc, selon votre sexe, vous recevez une éducation différente. Les filles apprennent dès leur jeune âge qu'elles sont différentes des hommes en cette journée de la femme en 8 mars. C'est bien à rappeler. On leur apprend qu'il y a toujours du temps pour faire des études, mais pour faire des enfants, il faut se dépêcher. Donc, on apprend aux filles de faire le plus rapidement possible, d'accepter les premiers venus pour le mariage, parce qu'une fois que ça sera tard, c'est trop tard, alors qu'elles peuvent toujours continuer leurs études jusqu'à l'âge qu'elles le souhaitent. Ensuite, le mariage avec les enfants a été vraiment mis en valeur dans les manuels scolaires. Et par exemple, pour les garçons, malheureusement, je ne savais pas que cette question allait revenir, sinon je vous aurais apporté les photos, parce que les photos sont tellement parlantes. Sur la dernière année de lycée, on a des photos d'un jeune homme avec, on voit un jeune homme à côté d'une jeune petite fille qui est sa mariée. Et rien que la photo était tellement parlante, quand je l'ai projetée au Forum des femmes
le mois de septembre dernier. Alors tout le monde était indigné. Comment on peut... C'était carrément une propagande pour le mariage avec les enfants dans les manuels scolaires iraniens. Je ne vous parle pas du reste, la relation avec Israël, la mise en valeur de suicides, de kamikazes. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est vraiment... Il y a toute une série de propagande là-dessus. Pour vous dire, pour terminer là-dessus, pour vous dire que ne pensez surtout pas que c'était l'année dernière que 14 000 jeunes écolières ont été empoisonnés. Il y a 40 ans que les enfants iraniens sont empoisonnés. Après, j'aime bien ajouter sur ce sujet d'encourager les garçons et les filles de se marier, de se produire. Le résultat de tout ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est que l'Iran, esthétiquement, les jeunes, ils se marient le plus tard que possible. Et en moyenne, les femmes, je pense, entre 28 et 29, et les hommes encore beaucoup plus tard. Et le divorce aussi, esthétiquement, c'est un des plus élevés, je pense, dans le monde entier. C'est un deux mariages sur 5 finit par divorce, surtout dans les grandes villes. Et après, sur les questions sur les enfants qui étaient emprisonnés aussi, Ngome l'a bien expliqué, mais en plus, pendant les révoltes de femmes vie liberté, les jeunes, les petites, comme je dis déjà, ils se révoltaient dans l'établissement, dans les écoles d'un primaire, en disant femmes vie liberté, en montrant le doigt au milieu vers le photo des suprêmes de Khomeini, se prenant photo et partager sur les réseaux sociaux. Et plusieurs fois, ils ont fait sortir les mollahs et les dirigeants masculins de l'établissement en criant, en les tapant, que vous n'avez plus votre place ici, on n'a pas envie de mettre de voile. Du coup, une des raisons qu'ils ont commencé aussi à emprisonner les filles par gaz dans les établissements, c'était les faire peur qu'ils arrêtent de leur révolte dans leur milieu de école, qui est quand même un milieu très important. Oui, en fait, pour résumer, plus les Iraniens sont jeunes, moins ils ont peur. Je ne sais pas comment ça marche. Plus ils sont jeunes, plus ils sont courageux. Alors que plus ils sont âgés, plus ils ont des choses à perdre et ils font attention à leurs enfants. Et du coup, l'année dernière, c'était très difficile de contrôler les écoliers, les petits écoliers. C'était difficile. Oui. C'était une question pour Ngome. Est-ce que tu peux nous dire les liens que ton association a avec des gens en Iran? Et est-ce qu'il y a des actions qui se mettent en place aussi à l'intérieur du pays? Oui, ça marche. Déjà, le but de notre association, c'était... alors, il faut que je commence par là. Quand on a enregistré notre association, c'était parce que, quand on s'est révolté à Toulouse à la fois, c'était parce que nous sommes des 4-5 jeunes, on va dire, accompagnés toujours avec mes parents. Et... beaucoup en contact avec les gens en Iran, c'est-à-dire que nous avons tous des familles en Iran, beaucoup d'amis sur place en Iran, donc on a beaucoup de liens. Donc on est tout le temps en train d'échanger avec les gens qui sont sur place. C'est un peu normal que tout ce qu'on fait ici, il y aura aussi un écho là-bas. Et je pense que, par exemple, quand on faisait des manifestations, on prenait des photos, on partageait des vidéos, ça a renforcé encore plus la résistance de nos amis ou nos familles en Iran et disaient, OK, là-bas ça continue, on continue. C'était un petit peu mutuel, on va dire. Jusqu'au moment où on développe l'association, on va vers un collectif national en France, on contacte des autres associations en France. On essaie de monter un collectif plutôt qui est complètement apolitique pour qu'on puisse nationaliser en France notre mouvement, ce qui a plutôt bien marché.
Et aujourd'hui, on arrive à quand même collaborer avec des gens du monde entier. Justement, avec Hilda, on est dans une fédération d'unité des Iraniens. On travaille presque jour et nuit, un peu tout le temps, pour qu'on puisse justement à tout niveau, mais vraiment tout niveau, d'aider les gens qui sont sur place, qu'ils soient financièrement, qu'ils soient pour les faire aider à sortir d'Iran, et qu'ils soient dans leur maladie, qu'ils soient les gens qui ont perdu les yeux, les jambes, ou qui ont participé dans les manifestations. Donc, nous avons la possibilité d'aider, même si nos associations, nos fédérations, ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas de l'argent, c'est plutôt une poche à nous ou des dons des gens, mais on essaye quand même de garder toujours ce lien et surtout de ne pas oublier que nous sommes là pour les aider, les gens qui sont sur place. On prend 2 questions Oui. dans la salle. Oui. Est-ce que je peux juste, par rapport à ça, vous dire également que parmi les actions, les premières actions qui ont été faites par le régime à la suite du mouvement, ça a été de couper les connexions Internet. Donc, une des actions que nous pouvions mener dans un premier temps, mais bon, entre-temps, comme disait très bien Madame Chérani, que les gamins ont trouvé le moyen de détourner, de se reconnecter. Mais dans les premiers mois de la Révolution, nous avons fourni des VPN, on achetait des abonnements et on leur envoyait pour qu'ils puissent se connecter, qu'ils restent en contact avec le monde. Ça fait partie des choses que nous faisions. Une autre action qui était importante, c'est de traduire les récits qu'ils nous faisaient passer sur les réseaux sociaux, des récits violents, des récits qui pouvaient nous empêcher de dormir des nuits entières, tellement c'est fait pour traumatiser plusieurs générations en fait, c'est fait de telle sorte que les gens puissent se le raconter et perdre courage. Donc, une des choses, c'était de raconter ces récits, de les traduire pour que le monde entier s'en rende compte. Oui, alors, je trouve que l'Iran résume bien la phrase de Simone de Beauvoir qui disait « Il suffira d'une crise politique, économique et religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question, nos droits. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. » Je pense que l'Iran, il y a ça. Il y a eu un moment de liberté et après, il y a eu le pouvoir islamique qui est arrivé et la République islamique et tout a été remis en question. C'est ce qui se passe. On parlait de l'IVG tout à l'heure. Si elle a été rentrée dans la Constitution et qu'on a obtenu ça en France, c'est parce qu'il y a des pays où, avec les extrêmes, là, c'est des crises politiques, c'est remis en question et que du coup, on s'est dit qu'il y avait un besoin aussi. Donc, c'est vrai que l'Iran, il y a eu ça. Sur l'arrivée en France, et Ngamé a dit cette difficulté, notamment, mais tout le monde en a parlé, je pense que c'est important qu'il y ait cette diaspora iranienne en France parce que, certes, les Iraniens sont très connectés. Il y a des artistes qui ont énormément porté cette lutte ici en France, donc Palia est un exemple, mais en Iran également, il y avait des chansons qui ont été dans toutes les manifestations qu'on a tous entendues aussi, et des chansons d'espoir au final. Donc c'est important parce que je pense que ça n'aurait pas été relayé autant s'il n'y avait pas cette diaspora partout dans le monde qui l'a relayé, parce que des manifestations, il y en a eu à Toulouse, il y en a eu partout en France, mais partout dans le monde aussi. Et c'est grâce à cette diaspora, parce que sinon, le régime aurait réussi à étouffer ça quand même. Malgré les réseaux et tout, s'il n'y a personne qui le relaye localement, malheureusement, on n'en aurait pas entendu parler. Donc la question, c'est comment maintenant, parce que les manifestations, on n'est plus à cette étape-là, il y a des moments comme ce soir où on en parle, mais comment on peut encore aider à porter cette voix, cette lutte, les autres luttes des femmes dans le monde, mais notamment celle qui est en Iran, puisque le premier droit qui est remis en question, c'est celui des femmes, même si ce n'est pas une lutte féministe. Ça a commencé par les femmes quand même si heureusement énormément d'hommes se sont battus et étaient présents aux côtés des femmes. Mais comment on peut continuer à vous aider, à vous accompagner, à porter cette voix aussi à vos côtés? Une deuxième question ? Oui.
Elle est, on n'a pas fait exprès, mais elle est tout à fait liée. Tout à l'heure, Hilda a exposé que le mouvement Femmes, Vie, Liberté ne concernait pas que le peuple iranien. Donc d'une part, j'aurais eu envie qu'on revienne quelques instants sur quand même l'origine, l'histoire de ce mouvement, et justement peut-être avec le focus de avant la période de 1979 et maintenant, et qu'est-ce qui pourrait expliquer l'ampleur aujourd'hui de ce mouvement. Et puis deuxièmement, vous êtes toutes militantes, activistes, alors peut-être Anne Gamay qui agit de près au-dessus de la diaspora, quel regard est-ce que les nations, de votre point de vue à toutes, supportent suffisamment ce mouvement? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la communauté internationale, qu'est-ce que la communauté internationale devrait faire pour porter encore plus fort ce mouvement et peut-être agissent dessus et bien sûr sur le pouvoir iranien pour un peu plus de liberté? Hilda va nous répondre, mais moi je ne suis pas militante politique, je suis modestement sociologue. Voilà, ça, que les choses soient claires. Modestement, on a vraiment besoin, parce que par exemple, notamment par rapport à votre question, madame, il y a entre 8 et 10 millions d'Iraniens en dehors d'Iran. Effectivement, cette diaspora forte permet aux Iraniens d'intérieur de ne pas être tus, peut-être contrairement à des peuples, en tout cas par rapport aux Afghanes, qui, il y a 2 jours, après avoir été empêchées d'aller à l'école, on est le 8 mars effectivement, elles n'ont plus le droit de travailler, elles n'ont plus le droit de sortir dans la rue, elles n'ont plus le droit d'aller à l'école, et depuis 2 jours, elles n'ont plus le droit d'accéder à un téléphone portable qui puisse avoir un accès extérieur et Internet. Voilà, on en est là quand même. Et leur voix n'est pas forcément entendue de la même manière. Après, en effet, en Iran, c'est une lutte très visible de la part des femmes, parce qu'il faut un courage monstre quand vous savez que vous avez une chance énorme, malheureusement, ou un risque énorme à chaque fois que vous sortez dévoilé ou que vous vous mettez à danser dans la rue, ce qui est quand même très interdit, hein. On est dans une culture de deuil et de malheur et de voilà. Et donc effectivement, les femmes sont très visibles, hein, mais les hommes sont derrière. Donc oui, la diaspora a un rôle important, mais pas que. Et visiblement, on n'y arrive pas. Visiblement, on n'y arrive pas. Et c'est là où moi je me dis, sincèrement, rendons-nous compte. Et c'est vrai que si après, moi je laisserai, je pense que vous pourrez aussi parler de l'histoire de ces événements. Mais honnêtement, regardons cette histoire, regardons l'enchaînement et regardons le parallèle dans d'autres pays, et y compris les reculs sur nos valeurs, sur la laïcité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je laisserai les autres parler par rapport à l'histoire, et s'il faut, je me permettrai aussi. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un combat collectif qui a à voir avec ce 8 mars. C'est le combat de l'apartheid sexuel en anglais, de l'apartheid de genre, de l'apartheid entre femmes et hommes. Et c'est ce combat d'apartheid sur lequel moi maintenant je compte pour me dire que peut-être que pour ça, comme pour l'apartheid en Afrique du Sud de race, peut-être que pour ça, on sera tous et toutes en capacité de se battre, parce que c'est vraiment important de se dire qu'on ne peut pas vivre dans un monde où on a peut-être, entre guillemets, parce que ça existe encore, réussi à dépasser les violences telles que l'esclavage, où on a réussi à dépasser un certain nombre, en tout cas faire avancer l'humanité sur un certain nombre de sujets, mais qu'on soit encore en capacité de dire, parce que tu es une femme, tu n'as pas le droit, par exemple, de voyager sans l'accord de ton mari ou de ton père. Et est-ce que ça vous parle là, quand je vous parle de ça?
Vous entendez ce que je suis en train... Voilà. Vous voyez ce dont je vous parle? On n'est pas en Iran, hein? N'est-ce pas? Donc, c'est ça. C'est ça la solution. C'est qu'on se rende compte de ce qui nous pend au nez et des reculs qu'on a faits depuis les 40 dernières années. Partout dans le monde, où le fondamentalisme, où la religion se lie, et je ne veux pas stigmatiser une religion plus qu'une autre. Vous voyez, moi je dis juste que nous, en France, le pays de la laïcité, on a su, je pense, dire que la religion c'est bien, gardez-le chez vous, dans les lieux publics. Vous n'avez pas le droit de faire l'amour, de vous balader nu, et vous n'avez pas le droit d'exhiber votre religion. C'est votre affaire privée. Voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit. Et on a beaucoup entendu que les Iraniens ne sont pas organisés, qu'ils n'ont pas de leader politique, et c'est pourquoi leur mouvement a échoué, ils n'ont pas réussi à... On ne dit pas, en fait, tous les éléments qui sont sur la table. Par exemple, quelques jeunes qui ont réussi à communiquer avec la planète entière en très peu de temps, avec leur musique, avec leurs slogans, avec leur manière de danser, de couper les cheveux. Donc, ce n'était pas un mouvement aussi anodin, ce qui a complètement bouleversé ce pays l'année dernière pendant 6 mois. C'était évidemment, ce n'était pas le même type d'organisation classique qu'on a toujours vu dans les mouvements sociaux, mais quand même, j'ai toujours écrit, je l'ai toujours dit, que nous sommes au XXIe siècle. Il est tout à fait normal que les mouvements sociaux du XXIe siècle aient leurs propres caractéristiques qui ne ressemblent pas à ce qui était dans les siècles précédents. Les jeunes Iraniens, certes, ne sont pas organisés, ne sont pas syndiqués dans le sens ancien du terme, mais ils ont leur organisation. Ils ont leur manière de communiquer avec la planète et bouleverser la planète entière avec leurs slogans, leur volonté. Et pour moi, rien n'est moins étonnant qu'ils échouent dans leur mouvement. Parce qu'on est en face d'un régime sanguinaire qui tue sans hésitation, qui torture, qui viole. Les enfants ont été violés l'année dernière, et même moi, sociologue, quand j'étais interviewée dans les médias, je n'osais pas en parler, d'être taxée de misérabilisme, d'être taxée d'exagération, d'être taxée de militantisme. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essaye de parler de la réalité iranienne, cette réalité est tellement différente par rapport à celle que nous vivons dans les pays libres et démocratiques qu'il n'y a pas les oreilles attentives pour nous entendre. Depuis toujours, depuis le jour où j'ai fait ma thèse de doctorat en 2000, je suis taxée de militante politique, alors que je ne suis pas militante politique. Je suis tout simplement une sociologue qui répète ce que son terrain lui dit. Je dis tout simplement ce que les jeunes disent. Dans le livre que vous allez voir là, c'est la parole des jeunes. J'ai essayé de refléter ce que les jeunes disent, eux. Et je pense que je dois rester fidèle à mon terrain, de leur raconter. Mais c'est très difficile de raconter la parole des jeunes Iraniens. C'est très difficile de raconter ce qui se passe en Iran. L'année dernière, quand j'ai été sur France Info pour parler de mon livre, la veille de ce jour, une femme iranienne qui était condamnée à la peine capitale, dans la queue qu'elle attendait pour être exécutée, elle perd la vie de peur. Et le juge religieux a décidé que cette femme doit être exécutée. C'est-à-dire, on a pendu le corps sans vie d'une femme. Et j'ai eu le tort de raconter cette anecdote parce que j'étais touchée sur le champ, parce que c'était arrivé la veille, parce que les avocats de la dame avaient dénoncé la situation. Et tous les spectateurs de France Info m'ont accusé de militantisme, d'avoir noirci. J'étais en fait
critiquée en disant que Madame Datel, elle noircit la situation iranienne parce qu'elle est contre la République. On n'arrive même pas à raconter l'histoire iranienne. Et il a fallu attendre le 7 octobre de l'année dernière pour que vous voyiez de vos propres yeux la violence que le Hamas a fait subir. Je ne porte aucun jugement sur le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais je parle de la violence qui a été filmée et que la planète a vu ce qui s'est passé. C'est à partir du 7 octobre que, personnellement, je commence à dire les Iraniens connaissent ce type de violence parce qu'ils ont été victimes. C'est à partir de là. Avant, je n'arrivais même pas à raconter ce que ces jeunes gens, ce que ces adolescents ont vécu. Ce n'était pas possible. Oui, on a eu un autre phénomène l'année dernière qui nous a complètement bouleversés. Les jeunes adolescents qui ont été arrêtés pendant quelques mois, quelques semaines, quelques jours même, qui se suicidaient à la sortie. 2 jours après, 1 semaine après, ils se suicidaient. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vécu pour se donner la mort et qu'ils ne pouvaient plus supporter la vie? Pourquoi? Personne n'a jamais rien su. La seule chose que nous avons fait à l'époque, l'année dernière, c'est avec mes collègues psychologues, on faisait dans les salles de Clubhouse. Éventuellement, vous ne connaissez pas cette application, mais c'est très cher aux Iraniens. Les Iraniens se réunissent dans les salles virtuelles de Clubhouse pour se parler. Et avec mes collègues psychologues qu'on est un peu partout, on donnait des conseils aux parents, comment traiter leurs enfants, quelles questions leur poser, comment les accompagner pour qu'ils ne se jettent pas dans la gueule de la mort. Et là, c'était vraiment un travail, je suis sociologue, donc aucun mérite, mais les psychologues iraniens qui sont en Angleterre et aux États-Unis ont fait un très beau travail auprès de la famille. Je reviens sur la question de l'association d'Orenga, mais oui, ces associations sont efficaces parce qu'on est en contact permanent avec les Iraniens qui sont à l'Iran, et donc soit accompagnement psychologique, soit accompagnement financier aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu ils sont devenus bornes on a tiré directement dans leurs yeux pendant les manifestations, et beaucoup d'associations de médecins, de militants, qui ont apporté beaucoup d'aide aux jeunes qui sont en Iran, qui ont perdu l'œil. Soit on les a fait sortir, soit ils ont financé leur opération. Donc, il y a quand même beaucoup de conflit entre les Iraniens, mais il y a une grosse solidarité, une solidarité très importante entre les Iraniens qui est quand même absolument. Oui. En fait, oui, la solidarité entre les Iraniens, comme par exemple des manifestations de diaspora iranienne qui étaient faites pendant l'année dernière et l'année d'avant pour justement le mouvement Femmes Liberté, il y a eu 100 000 Iraniens qui se trouvaient à Berlin pour manifester, pour présenter leur mécontentement de ce régime. L'année dernière, 100 000, ça veut dire qu'il y a vraiment une grande partie de la diaspora iranienne qui se trouvaient tous à Berlin, qui sont allés de différents pays, de différentes villes. Et comme, par exemple, j'ai pris la parole pour répondre un petit peu aux questions, comment on peut aider les Iraniens, et le mouvement, on dit Femmes Liberté, mais vraiment une révolte qui est commencée dès le premier jour d'installation des moulins en Iran, parce que les femmes iraniennes, ils ont manifesté contre le voile obligatoire le premier mois, le 8 mars 1979-80. Contre ce régime, et il y a des journalistes français qui, évidemment, ils ont fait une émission très intéressante. À l'époque, ils étaient à Téhéran. Elles étaient avec les manifestantes femmes iraniennes. Vous pouvez trouver sur YouTube, si vous tapez les manifestations contre le voile obligatoire en Iran 1980, vous allez sûrement trouver. Et c'est un mouvement continu depuis 1945
année. Je reviens sur les manifestations à Berlin. Comme Hilda et Ngame, ils disent, vous devez nous entendre, ou pas vous, en Occident, vous devez nous entendre. Il y avait peu les journalistes qui ont couvert ces manifestations à Berlin. Il y a peu de mes amis français, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi, qui relaient les informations qu'on partage sur les réseaux sociaux, les artistes ou des activistes sur le mouvement en Iran, qui le partagent, qui le fait suivre, qui nous suivent, qui nous montrent, qui nous regardent. Comme je vois par exemple pour le problème en Gaza aujourd'hui, je vois beaucoup de Français qui se manifestent. Mes amis français pour les gens à Gaza, pour par exemple les catastrophes qui sont en train de passer là-bas, mais je vois beaucoup des amis français qui parlent de la situation en Iran. Moi, modestement, à mon niveau, je pense peut-être qu'en France, en Occident, nous n'avons pas envie de s'embêter avec l'islam, que si on parle de laïcité, il faut parler de problèmes de l'islam aussi. Il faut séparer le pouvoir islamique et la vie civile et la société. Mais on n'a pas envie de s'embêter avec ça. C'est pour ça qu'on ne soutient pas les Iraniens autant qu'il faut. Je pense que la première chose qu'il faut faire pour soutenir les Iraniens, pour en parler, pour informer, pour ne pas hésiter de dire ce qui se passe en Iran. Parce qu'en art aussi, on dit ici un art engagé pour faire un terrain, pour construire un terrain, pour parler, pour discuter, pour informer ce qui se passe, pour dénoncer. C'est vraiment la première chose qu'il faut faire, que les journalistes en Occident, je pense... c'est lourd, je pense que c'est lourd obligatoire de leur travail à informer, à dénoncer, à ne pas cesser le couvert ce qui se passe en Iran et ailleurs parmi les diasporas iraniennes. Voilà, c'est la première chose qu'il faut faire, et informer. Je voudrais vous dire deux petites choses en complément. Tout d'abord, depuis une semaine, il y a des inondations monstres en Iran, au Baloutchistan, en Iran, qui ont déplacé des milliers de personnes et personne n'en parle. À la suite de ces inondations, sur cette même zone, il y a eu un mouvement sismique de 5,6 sur l'échelle de Richter, qui est important. Ce sont des gens qui n'ont plus d'eau potable. Ce sont des gens qui meurent et qui vont mourir dans les jours à venir de maladies. Et on a mais vraiment zéro papier. Je vous invite à googliser, mettez inondation Baloutchistan, vous allez voir rien. Mais malheureusement, ce n'est pas seulement en Iran. Quand les Tchétchènes ont été massacrés par les Russes, on n'en a pas parlé. Quand les Ouïghours sont massacrés par les Chinois, on n'en a pas parlé. Alors j'ai cru comprendre que l'année dernière, ici, il y avait une table ronde sur l'antisémitisme. Parfois, je me demande pourquoi, quand moi, je me battais pour les Palestiniennes qui étaient gazées dans les camps de Palestiniens en Syrie, pourquoi j'étais si seule? Et pourquoi maintenant, on dit que le Hamas est un mouvement de résistance? C'était aussi des Palestiniens pourtant. Il n'y a jamais eu autant de victimes d'islamisme que des musulmans. Rendez-vous compte, ce n'est pas de l'islamophobie que de se battre contre l'islam politique. Excusez-moi, j'ai une question. Je suis iranien, vous savez, je pense. Et je voulais vous demander, vous ne savez pas la question que vous avez posée, pourquoi? Vous ne savez pas la réponse? Vous dites pourquoi
On n'entend rien. Je vous demande, voilà, est-ce que vous savez la réponse? Tous les quatre. Je vous demande, parce que moi je sais, et je sais que vous savez la réponse. Et j'aimerais bien que vous dites la réponse. Dites votre avis aussi, ça nous intéresse Non, vraiment. je dis rien. Je laisse à vous de répondre. Pour moi-même, pour être vraiment plus positif que possible, de ne pas penser que, par exemple, il y a un bénéfice financier ou je ne sais pas, politique. Je dis c'est juste parce qu'ils n'ont pas, en Occident, on n'a pas envie de s'embêter avec l'islam, avec les gens, et pour pas être attaqué, d'être accusé d'être islamophobe. Mais je dis, pour être vraiment positif. Après, je laisse Hilda et Ngome ou Mahnaz dire leur... Positif. Voilà. Mais on doit dire quand même la vérité. On sait la vérité, nous, les Iraniens, qui sont tous ici, nous, on sait la vérité. Des fois, on aimerait bien d'être, comment on dit, naître dans un pays riche. Mais je suis très triste de naître et d'avoir naissance dans un pays riche comme l'Iran. Pour ça qu'on est là. On était arrivé là parce que le Shah d'Iran et tous les Occidentaux, ils savaient que le Shah d'Iran, il voulait nous ramener où? OK. Et pour ça, il s'arrête. Il a dit, OK, ça suffit. On a besoin de ressources. Tout doit partir. Et il est parti. Et pour ça qu'on est là. Et on le sait que pourquoi on n'entend rien. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils nous entendent. C'est tout, c'est tout. Pendant 1 an et demi, on est en train de se battre, on est arrivé de rien. En Allemagne, le ministre de l'Allemagne, il a dit « Salamun alaikum » au lieu de dire « bonjour » ou « allô », il a dit « Salamun alaikum ». Ça veut dire qu'il a vraiment merci. Merci beaucoup, le ministre d'Iran, que vous avez tué pendant 1 an les jeunes filles et garçons. Je vous remercie infiniment. Salam alaikum. Et voilà. C'est la vérité. Alors, vous avez raison que d'une manière générale, politiquement, en Occident, en tout cas, d'une manière générale, les grandes puissances, la géopolitique, c'est ça. Les grandes puissances essayent, et nous, en Iran, on est situé près de l'URSS d'avant et maintenant la Russie, avec des tentatives de division et de division du territoire d'une part pour affaiblir, mais d'une manière générale l'Afrique, mais aussi les pays d'Asie sont soumis à des enjeux géopolitiques importants. Mais j'ai presque envie de dire, vous qui savez que nous sommes d'une culture où un jour nous étions, nous aussi, des superpuissances. Alors, il paraîtrait que les Iraniens, l'iranité, c'était d'accepter les différences. Il paraît que c'est pour ça que nous avions beaucoup de juifs et de Baha'i en Iran, parce que nous acceptions et nous respections les gens tels qu'ils étaient. Que même quand les territoires étaient envahis, on disait aux gens, restez, gardez votre culture. Cela étant dit, en tout cas, l'histoire du monde et l'histoire géopolitique du monde est, contrairement à ce qu'on annonce, une histoire d'enjeux économiques et de poids politique. Et vous savez qui est fautif? C'est la minorité, c'est la majorité, silencieuse dans le monde entier. C'est ça. Nous avons la force. Vous savez, nous sommes beaucoup plus puissants que nous ne le pensons. Nous avons cette puissance pourvu que nous nous occupions tous de la politique de notre cité. En tout cas, moi, c'est l'histoire qui m'a été enseignée par mes parents militants. Et je suis malheureuse quand je me trouve seule. On n'est pas si nombreux que ça. Il n'y a pas eu que les 100 000 personnes à Berlin. Il y a eu à Strasbourg. On est allé plusieurs fois. On est allé plusieurs fois en Belgique également. Donc,
Et vous savez combien on est maintenant quand on fait des manifestations? En tout cas, très peu. Et en tout cas, voilà, quelque part, on peut se victimiser en disant qu'on nous oppresse, mais on peut aussi, à un moment donné, de se prendre en charge. Et moi, c'est ça que je propose aux gens, où qu'on soit, et quel que soit le sujet qu'on porte. Dernière intervention. Bonsoir. Alors, je voulais revenir sur 2-3 propos qui ont été dits, sur lesquels j'étais pas forcément d'accord ou bien j'ai pas forcément compris, et également une question qui est jointe à ça. C'était un terme qui est revenu 2 fois, c'était le terme échoué, que la révolte avait échoué et que finalement ça n'avait pas pris. Sur ça, je suis pas d'accord concrètement, pour dire les choses simplement. Aujourd'hui, alors c'est vrai que les rues ne sont pas pleines, il n'y a pas les cris, il n'y a pas le sang, il n'y a pas le feu. Ça fait quelques mois qu'on ne le voit plus. Et c'est vrai que quand on parle de révolte en Occident, avec des yeux occidentaux, des yeux qu'on a adoptés, parce qu'aujourd'hui on a tous également adopté la culture occidentale et française notamment, pour nous c'est ça la révolution. On l'imagine avec des flopées de choses qui brûlent et des gens qui meurent. Et aujourd'hui, de ma famille qui fait des allers-retours réguliers en Iran, on me raconte que les femmes très nombreuses ne portent plus le voile dans les rues. Et finalement, la révolution, elle continue. Du moins, la révolte continue. Elle deviendra révolution à terme, ça, personnellement, j'en suis persuadé. Et tant qu'il y en aura toujours une qui ne le portera pas, et qui, de cette manière, attaquera les racines même du régime, et finalement, il n'y a rien qui a été échoué. Et ça continue. Et je pense même que c'est difficile à dire, mais je pense que même on en a besoin de ça. On a besoin de cette période de latence, cette période d'attente, cette période d'attaque aux racines de la chose pour pouvoir construire quelque chose de stable après. Et il n'y aurait rien de pire qu'ils partent et qu'on dise ce qui a été dit il y a 45 ans. Parce que mon père racontait lui-même il y a 45 ans qu'il n'y aura pas pire que le Shah. Et qu'on raconte la même chose, qu'il n'y aura pas pire que les mollahs. Et qu'on se retrouve avec des talibans le lendemain. Et ça, il faut faire attention également, je pense, à ça, et qu'on a besoin de ce temps de latence, ce temps où on s'attaque aux racines profondes. Et je voulais savoir votre avis sur ce point-là. Et est-ce que vous ne pensez pas que ces périodes, ces mois, ces années qui vont suivre ne sont pas décisives pour mettre en place une nouvelle culture en Iran qui puisse aller vers un avenir meilleur? Merci pour votre intervention. En fait, tout d'abord, je pense qu'aucun d'entre nous on a dit que la révolution ou la révolte Femmes, Vie, Liberté échouait. Oui, moi-même, j'ai dit que pour moi, même la révolte... Moi, je suis un peu allergique au mot de révolte. Ça, à mon avis, ce n'était pas une révolte, c'était un soulèvement révolutionnaire du peuple tout entier contre un régime. Je ne trouve jamais le qualificatif pour ces gens. Dans mes conférences ou débats, je dis toujours que ce qui s'est passé l'année dernière était un soulèvement révolutionnaire. Ça n'a rien à voir avec la révolte, genre ce qu'on dit dans d'autres pays. Autant que, par exemple, le mot nationalisme qu'aujourd'hui on parle par rapport à tous les patriotes et patriotisme iranien qui n'a rien à voir avec le nationalisme européen et particulièrement en ce que vous connaissez en Italie et en Allemagne. Donc, il est très difficile de trouver des mots qui peuvent raconter notre histoire. Et voilà, c'est ce que je voulais dire depuis que j'entends le mot révolte sans arrêt. Merci beaucoup. Merci, Susan June.
Merci. Bon, le soulèvement révolutionnaire, le mouvement, voilà, tout ça c'est acceptable. C'était vraiment un événement qui continue, sublime de la part des Iraniens courageux qui sont en Iran. Et voilà, et je pense qu'aucun d'entre nous, on n'a aucun doute qu'il y a aucune chose qui est échouée. On n'a jamais dit ça. En plus, je pense que si aujourd'hui on ne voit pas une manifestation sanglante dans les rues, c'est parce que le gouvernement iranien, c'est pire que Assad et le gouvernement installé en Syrie. Il tue, il écrase les Iraniens sans cesse. C'est pour ça que les Iraniens, ils ont raison, ne sortent pas aujourd'hui pour gratuitement mourir dans les rues et donner leur sang. Ils sont plus malins, ils sont en train de continuer les révoltes autrement. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'un temps de réfléchir, un temps de réflexion, un temps de pause pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place. Je pense qu'il n'y a aucun doute qu'il n'y a pas vraiment pire que la République islamique, qu'on a tellement de gens intelligents, intéressants, la population iranienne en Iran et en diaspora, qui peut prendre le relais. Et vous savez, la diaspora iranienne, c'est le plus riche et le plus éduqué diaspora du monde. Le niveau d'éducation des diasporas, je parle des États-Unis parce que le plus grand diaspora iranien, c'est aux États-Unis, ils sont plus éduqués que le moyen de tous les Américains. On a des femmes comme Nasrin Sotoudeh et Narges Mohammadi dans les prisons en Iran, qui ont lauréats de prix de la paix, de Nobel de paix, de plusieurs prix importants. On n'a pas besoin de temps de réflexion. Si on arrive de changer la République islamique maintenant, dans le moment qu'on est en train de parler, c'est en urgence, il peut le faire pour éviter un goutte de sang encore versé plus. Il y a, à l'époque de Shah, peut-être il y avait des gens qui parlaient de ça, mais il y a un grand parti qui regrette. Je parle de Homo Nater, qui était un des gens de gauche qui révoltait contre le Shah, qui avait une voix importante dans cette révolution. Après, il a regretté. Il a dit hélas, moi que j'étais éduquée, je suis sortie dans les rues sans réfléchir, penser à notre histoire, et je renversais un régime qu'il fallait juste l'ajuster un petit peu, l'améliorer pour qu'on puisse avoir un peu plus de liberté politique. On avait la liberté sociale, on avait l'égalité femmes-hommes, on avait peut-être un petit peu de problème avec la liberté politique. Mais il n'y avait pas question voilà, de même comparer l'époque d'avant, l'époque aujourd'hui, et ce qu'on peut avoir après ces mots-là, que les femmes comme Nasrin Sotoudeh et Narges Mohammadi en prison aujourd'hui, ils ont les témoins, ils ont des exemples. Merci beaucoup, Paria. Merci, Hilda. Merci, Ngomé. Désolée, artiste, pour conclure la parole, avant de la rendre au grand organisateur de notre soirée, évidemment, la lutte des Iraniens contre ce régime continue. Peut-être il y a des hauts, il y a des bas, il y a des formes différentes. Chaque jour, ça prend une nouvelle présentation. On a vu la semaine dernière avec cette belle solidarité entre les Iraniens. Ils ont boycotté les élections, ils ont boudé le régime, ils ont montré leur rejet à la planète entière et ils ont délégitimé la République islamique. Cette lutte, vous l'appelez comme vous voulez, ne l'appelez pas encore la révolution, on va avoir le temps, ça va devenir une révolution, mais pour l'instant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, dans mes écrits, je l'appelle mouvement révolutionnaire. Vous dites mouvement de soulèvement, vous dites la lutte, faisons comme on veut, mais on est solidaire avec les Iraniens sur place. Pour terminer, je veux dire que les droits de l'homme ne sont pas que pour les Occidentaux. Aujourd'hui, les Iraniens, les pays musulmans, partout dans le monde, on souhaite
avoir la même liberté, la même démocratie qu'ici en France et dans les autres pays démocratiques. Donc, la lutte des Iraniens pour la liberté et la démocratie est la même lutte que la lutte des Français depuis toujours pour la liberté et la démocratie. Donc, c'est tout à fait normal que les Iraniens attendent des Français la solidarité avec leur lutte. Je voudrais juste vous dire que, effectivement, pardon si jamais on a laissé penser que ça avait échoué. En tout cas, vraiment, ce n'était pas l'objectif, on ne le pense pas. Et puis, je voulais aussi dire, faites confiance aux Iraniens. Ils ont tout à fait la capacité de choisir. Débrouillons-nous, on n'est plus en 79. D'accord ? On ne va pas leur envoyer le symptôme qui est devenu le totalitaire qu'on connaît. Débrouillons-nous pour les écouter, pour les entendre. Ils savent ce qu'ils veulent et ils choisiront ce qu'il faudra. Alors, avec la permission de Manez, avant de remercier nos invités très chaleureusement, quelques mots. D'abord pour vous dire qu'on peut s'attarder quelques instants dans la salle, et notamment pour vous signaler la présence de la table d'édition dans le sens de mon doigt, de nos partenaires de Ombre Blanche, où vous allez trouver un certain nombre d'ouvrages sur les questions que nous avons abordées ce soir, et notamment ceux de Manez, et peut-être qu'on lui demandant gentiment, il sera possible de lui demander d'en dédicacer. Ça, je ne m'engage pas à sa place. Ensuite, Marie-Claude Farcy, tout à l'heure, dans son discours, son propos d'ouverture, a mentionné cette soirée comme la première des rencontres pour l'égalité, 6e édition des rencontres pour l'égalité, qui prend un tour un peu particulier. J'ai envie de dire, les chemins de la République prennent aussi les chemins de traverse, puisque si vous consultez ce programme, que vous pouvez retrouver sur le site du Conseil départemental, et on en a aussi quelques exemplaires. D'une part, vous constaterez que les soirées s'exportent dans les communes du département. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h au Square Charles de Gaulle pour le désormais traditionnel village Les Voies de l'égalité, où vous allez pouvoir retrouver un bon nombre en tout cas de nos partenaires, acteurs associatifs, etc. Et l'équipe des Chemins de la République à votre disposition pour une journée complète avec des animations, des débats, une émission de radio sur toutes ces questions. Et je pense que certaines de ces dames seront aussi nous voir. C'est un village qui a de l'utilité, puisque pour tout vous dire, ça fait presque un an, jour pour jour, qu'on s'est croisé avec Ngamé et que bon, on ne s'est pas trop quitté finalement, même si elle nous a quittés, on va y revenir, puisqu'elle s'est exportée de Toulouse. Voilà, rendez-vous ici également le 12, je ne sais plus si c'est lundi ou mardi, mais en tout cas le 12, pour une soirée que nous allons consacrer au nouveau masque de l'extrême droite, à partir de l'ouvrage de Raphaël Liorca, qui sera entouré de Rosa Moussaoui, journaliste, et de Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer. Pour les Toulousains, en tout cas, samedi prochain, ici même, nous serons avec Claude et Evelyne Askolovitch, là encore autour de l'ouvrage de Claude Askolovitch. Et nous avons deux soirées consacrées à la question du racisme. L'une qui aura lieu au cinéma VO à Muret, où nous allons revenir sur l'héritage des marches pour l'égalité dans le mouvement antiraciste. Une autre que nous allons consacrer à Pêche-Beaunieu, avec Herman Ebongué, la question du racisme dans le sport. Qu'est-ce qui a changé, évolué ou pas? On est encore à l'époque où il y a des cris de singes dans les stades, etc. Je ne vais pas oublier de mentionner Saint-Gaudens, où nous allons être avec nos partenaires de l'association Accept au cinéma Le Régent, sur la question des identités de genre, de la construction d'identités de genre, voilà, et avec divers intervenants. Donc je ne vais pas tout vous citer, je renvoie
répondront à ça. 6 expositions également dans les communes alentours, Saint-Jory, Salvetat-Saint-Gilles. Je ne vais pas toutes les citer parce que je vais forcément en oublier. Je vous renvoie au programme. Et donc, entre aujourd'hui et le 21 mars, on est partout. Donc, on espère que vous allez être avec nous. Et un dernier mot pour remercier très chaleureusement nos 4 invités de ce soir. Manès d'avoir été là, d'avoir accepté d'animer ces échanges. Je vous signale également sur la galerie tout autour du conseil départemental la superbe exposition de Paria. Alors il est un peu tard pour la voir de nuit, mais je vous engage à la voir. Vraiment tout le travail dont il a été un peu question, bon, trop peu probablement, mais voilà, vous pourrez la retrouver. Vous avez également plusieurs interviews de ces différentes dames sur les médias, les réseaux sociaux à partir d'aujourd'hui. Donc merci Manès, merci Paria, merci Hilda, merci appuyé à Ngamé qui a fait confiance au conseil départemental et au chemin de la République. Très bonne soirée, merci à vous.